On a appelé restitution ce travail donc de reconstruction d'une image, et le mot est un peu ambigu parce qu'on pourrait laisser croire que c'est la vérité que l'on rétablit, que l'on redonne tout ce qui a été l'état d'un monument ou d'un site, alors qu'on ne peut pas le faire. Par conséquent, on a évolué dans la réflexion scientifique par la pratique de tout cela. Ce qui conviendrait mieux, c'est de dire qu'on fait un modèle théorique. Un modèle théorique, ça se fait dans d'autres disciplines, ça se fait en astronomie, ça se fait en médecine, ça se fait partout. Il n'y a pas de raison de ne pas en faire dans le domaine de l'archéologie. Ça veut dire que je vous rétablis quelque chose, une vision d'ensemble de ce dont on parle, mais on s'est donné une première représentation complète de la chose. On sait qu'elle est en partie hypothétique et qu'il va falloir réfléchir davantage, améliorer, préciser les choses, mais on n'empêche qu'on le voit. Et on peut du coup communiquer au public quelque chose déjà assez avancé. Donc ça s'appelle un modèle théorique. C'est très intéressant à faire parce que, faute de le faire, nous on n'a rien, les chercheurs ne peuvent pas dire ce à quoi ils sont arrivés, c'est quand même un peu embêtant. Et puis surtout, ça évite d'éluder les questions, parce que quand on dit aux gens qui étaient parfois hostiles à la restitution, « Cher monsieur, le site est abîmé, il manque les 3/4 », mais ça existait tout le reste. Et si vous n'en rendez pas compte, ou si vous vous contentez des ruines, alors là vous êtes dans l'erreur, à 100% d'erreur. Moi, si je fais l'effort d'aller plus loin, de rassembler ce qui n'était pas, de proposer ce qui pouvait être avec le plus de vraisemblance, je suis plus près de la vérité que vous, ça c'est évident. Et je peux au moins communiquer, parce que comment le public peut faire, celui qui ne sait rien, le visiteur d'un site, comment pourra-t-il lui faire, alors qu'il n'a pas les informations, ni la méthode, ni le temps, bon, il faut quand même que le chercheur se mouille, et le courage de dire, ben voilà, aujourd'hui, j'ai rien de mieux à vous dire. Et donc ça justifie pleinement de faire un modèle théorique. Mais c'est plutôt, vous voyez, pour un spécialiste, ça. Quand on dit modèle théorique, tout de suite, bon, de quoi s'agit-il ? Restitution, ça se comprend un petit peu mieux. Mais voilà, il faut voir que c'est un mot qui n'est pas pleinement satisfaisant. En termes de méthode de recherche, on dirait un modèle théorique. Alors bien sûr, quand on fait une déduction, on se dit je vais déduire la partie qui manque d'exemples parallèles. Ce raisonnement est logique. Ça veut dire que, par exemple, sur un forum romain, le cas dominant, c'est que la basilique, donc civile, l'endroit où on se réunissait à l'abri, se trouve à l'extrémité du forum. C'est le cas dominant. Donc si dans un cas que j'étudie, je ne sais pas où elle se trouve, j'ai intérêt à proposer le cas dominant plutôt qu'un cas rare ou un cas inexistant. Un cas inexistant, ça veut dire que j'invente. Et si j'impose le cas rare, il faut quand même être vicieux, alors que le cas dominant existe. Ça s'appelle la logique du choix préférentiel. Et puis voilà, et après ce sera la suite des fouilles, des découvertes, tout ça, qui peut-être révélera des indices, comme quoi non, c'est un cas moins fréquent qui s'applique à ce site. Il n'y a pas de très grand risque généralement. Mais enfin voilà, on propose le cas dominant et ça s'appelle ça la logique du choix préférentiel. Évidemment, tout ça correspond à des recherches qu'on a fait, qu'on a discuté, qu'on a publié dans des articles scientifiques. On fait grâce au public de tout cela, mais c'est pour faire avancer la réflexion et surtout justifier ce que l'on fait, montrer que la chose est défendable, qu'elle ressemble à coup sûr à ce dont on parle, qu'elle ressemble fortement.